bonjour à tous et bonjour aux personnes qui nous suivent en streaming pour cette session. Ravie de vous retrouver cette année encore aussi nombreux et merci d'être présents pour aborder un sujet ô combien stratégique, les sauvegardes. Alors comme vous le savez, et c'est pour ça que vous êtes dans cette salle, le sujet des sauvegardes est redevenu extrêmement sensible depuis que les cybercriminels chiffrent nos sauvegardes, ou en tout cas essayent de plus en plus de le faire. Alors l'ANSSI publie régulièrement des points de recommandation avant les JO, vous les voyez passer. J'attire votre attention quand même sur 5 mesures préventives qui sont à mettre ou à revoir à très court terme. L'ANSSI a pointé le renforcement de l'authentification sur les systèmes d'information, accroître bien sûr la supervision de la sécurité, établir une liste priorisée des services numériques de l'entreprise, mais on va revoir tous ces points-là, quelque part indirectement, et puis s'assurer d'un dispositif de gestion de crise adapté. Et le 5e point, en réalité c'est le 3e, mais il est cité, mais je le gardais pour la fin, c'est bien sûr la sauvegarde hors ligne des données des applications critiques. Alors, pour aborder le sujet des sauvegardes, on va commencer par un focus sur les sauvegardes immuables, avec 4 intervenants qui, vous allez le voir, ont des points de vue plutôt tranchés sur le sujet. Merci à tous les 4 d'être là. When did the simulation translation, okay. Oh my God. So, alors, je précise à la régie que ça ne fonctionne pas, donc on va, someone will come and will try to do it. Stéphane Collin, alors ravi de vous accueillir. Vous avez une expertise de plus de 20 ans sur le sujet des sauvegardes et vous êtes product manager pour la société Antemeta. Antemeta en quelques mots. Alors bonjour. Bonjour à tous. Antemeta en quelques mots, société d'intégration, on est intégrateur depuis plus de 25 ans de solutions de stockage, de sauvegarde, d'infrastructure. Et depuis quelques années, maintenant un peu plus d'une petite quinzaine d'années, on fournit des services managés à nos clients autour de la protection de la donnée, de la sauvegarde et bien évidemment du PRA. Bien entendu. Alors Clémence Philippe, ravie aussi de vous accueillir. Vous êtes une ancienne avocate d'affaires et vous avez créé votre société, Examine.eu, au moment de l'entrée en vigueur du RGPD. Vous gérez à peu près une cinquantaine de sociétés en tant que DPO, leur service DPO, et vous êtes membre du CEF6, les femmes de la cybersécurité. Est-ce que j'ai tout dit sur Examine ? Exactement. Donc moi, je suis la cofondatrice en fait de la société Examine. Donc nous, on est hybride, on est éditeur de logiciels dans la conformité réglementaire et technique, et on est DPO, donc Data Protection Officer pour à peu près une cinquantaine de clients. Donc on a bien le problème des sauvegardes. Et je suis membre du CEF6, donc vous avez des membres au premier rang, qui est le Cercle des femmes en cybersécurité, qui est une association d'à peu près 500. Donc c'est une association de femmes ouverte aux hommes. Hein, donc n'hésitez pas à adhérer. Qui défend la place de la femme dans la cybersécurité, notamment via du mentorat, de la formation, des conférences, etc. Et le but du jeu, c'est de montrer que les femmes ont toute leur place dans la cybersécurité. On est notamment, ce qu'on nous dit souvent, des soft skills. Et on a une table ronde paritaire. Franck Saint-Bervière, vous êtes DSI de métier, on va le dire. Et vous êtes le PDG de Ubecom, qui est spécialisé dans la protection des secrets. Bonjour, oui merci, nous François Saint-Bervière, président du Ubecom. On est une société de droit suisse et notre métier c'est de protéger les assets informationnels tactiques et stratégiques. Non pas que les autres nous intéressent pas, mais on pense que ceux qui ont de la valeur sont plus précieux. Et c'est pour ça que je suis là peut-être à cette table pour discuter de l'importance que peut avoir une sauvegarde sur la préservation des données sensibles. Très important. Et Wendy Shin, I hope you will have translation. You have an extensive background in enterprise IT and operation, such as Pfizer or Siemens, and you are the co-foundatress of a company called PureCypher. Yes. Can you tell us a little word concerning your company? Hi. Is that working? Yes. Okay. Sorry, I can't speak French. Oh, it's working now. Oh, good. But I'm speaking English right now, so I don't need to listen to myself. Really nice to be here.
I started my career at Bell Labs, so I love technology. Right now, I started the company called Pure Cipher. We focus on building solutions to ensure data security, so to avoid data poisoning. And we're also working on solutions that we can minimize attack surface. And so at this section about immutable backup, I would like to talk a little bit more what are the solutions that will complement immutable backup. Ok, thanks. Avant de commencer cette table ronde, j'ai une question pour vous dans la salle. Et d'ailleurs, vous aurez la possibilité de poser des questions. Profitez-en, vous avez vraiment 4 experts. Qui, dans la salle, est en train de revoir sa stratégie de sauvegarde? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Ouais. Eh bien, bravo. Pour les autres, vous êtes en veille, mais vous devez être absolument... Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a un réel sujet en interne. Alors, on va débuter cette table ronde pour regarder un petit peu les sauvegardes immuables en tant que, finalement, sujet de résilience d'entreprise. Alors, je commence par vous, Stéphane, parce que vous venez du monde de la sauvegarde et du monde de l'infra. Et j'aimerais avoir votre regard sur les sauvegardes de ces 20 dernières années, parce que vous, c'est vraiment votre sujet tout au long de votre carrière. Vous avez observé un point de rupture en 2010. Les sauvegardes deviennent alors moins importantes au sein des DSI, c'est ça? Exactement. Quand j'ai commencé ma carrière, comme tu l'évoques, à l'an 2000, un des éléments qui était important, c'est aujourd'hui, mon métier a été de commencer à mettre en place de l'infrastructure de protection des données, de sauvegarde, on appelait ça de la sauvegarde à l'époque, et on avait toujours ce petit vecteur capacité à restaurer et capacité à reprendre avec la petite image de nos valises de bande, qui est aujourd'hui reste à l'esprit de beaucoup de monde. On a vu apparaître en 2010 l'arrivée de la virtualisation, l'arrivée des baies de stockage avec du snapshot et ainsi de suite, qui a fait que la magie de la virtualisation, la magie des baies de stockage a fait que la sauvegarde devenait moins importante, moins nécessaire, beaucoup d'amalgame entre plan de continuité et plan de PRA, et on s'est retrouvé pas avoir moins de travail. On avait toujours autant de travail puisqu'on mettait toujours autant de place de solutions de sauvegarde, mais la différence c'est qu'on se battait pour arriver à mettre en place ces solutions et être, je ne vais pas dire légitime, mais à permettre aujourd'hui de faire comprendre que c'était une nécessité. On est un peu revenu en arrière depuis. Ça fait quelques années où on continue à progresser, à évoluer et à proposer des solutions et à devenir pleinement légitime, d'où notre présence dans un salon comme le FIC ou aux Assises. En Temeta, comme je l'indiquais tout à l'heure, on installait des infrastructures, on installait de la sauvegarde, on opérait pour nos clients, mais dans la finalité, on ne faisait pas de cybersécurité comme on l'entend au sens strict du terme. On surfe un peu sur la vague de la cyber-résilience, mais on est surtout là parce qu'on est légitime par cette expérience de mise en situation, d'accompagnement de nos clients, mais l'expérience aussi dans la capacité à comprendre comment construire un plan de reprise d'activité par rapport au vital de l'entreprise. Donc oui, ce point d'inflexion est arrivé. 2010. Hein. On a une nouvelle magie qui est revenue encore une fois, le cloud public, la magie du cloud public qui nécessite aucune protection parce que c'est résilient. Là aussi, on a une petite inflexion qui s'installe et depuis quelques temps, des clients qui nous disent nous, consommer les usages natifs, normaux proposés par, on ne citera pas de cloud provider public, mais qui aujourd'hui ont capacité à fournir la résilience qui va bien. J'ai jamais eu autant de projets ces 2 dernières années que sur des clouds publics. Donc, oui, effectivement, il y a quand même beaucoup de variations et de la légitimité du métier de la sauvegarde, la légitimité de la sauvegarde et du besoin aujourd'hui de prouver que la qualité de notre service de protection est bien là, elle est pleine et entière aujourd'hui. En sachant que pour le cloud, la responsabilité de la protection des données est avant tout à l'entreprise et il ne faut pas l'oublier, hein, c'est un sujet important. Alors France, forcément en tant qu'ancien DSI, j'imagine que vous êtes d'accord en ce qui concerne le cloud, la vision du cloud de Stéphane. Est-ce qu'on n'a pas perdu les bons réflexes en matière de cyber-résilience ? La question, elle est bonne. Alors oui, on a perdu des bons réflexes parce que le cloud avait une promesse et donc du coup, ça a permis aux exploitations de se dire le cloud sauvegarde, c'est résilient, c'est sûr, j'ai plus de travail à faire, donc je m'en occupe plus. Donc on a peut-être un peu perdu l'habitude effectivement de gérer son asset entre guillemets en bon père de famille. C'est une expression qu'on ne peut plus dire aujourd'hui, mais tout le monde s'y retrouvera.
Je suis assez d'accord avec Stéphane, mais l'enjeu de la sauvegarde, il est pour nous un peu différent du sien. Lui, il vend le service associé, il le maîtrise, il en assure la promesse. Nous, la promesse, on demande à l'avoir. Et donc, du coup, on est dans une posture où on s'aperçoit que la plupart de nos comptes disent on a tous une sauvegarde, elle marche très bien. Et puis le jour où il y a un drame, la sauvegarde, bing, c'est peut-être pas la bonne. Et ça arrive à beaucoup d'entre nous. On a constaté qu'il y avait deux enjeux sur la sauvegarde. Le premier, c'est que ça coûte très cher. Et que le vrai prix, en fait, les ESN ont tendance à pas l'amener parce que si c'est trop cher, on va pas vendre de la volumétrie et c'est plus intéressant de vendre de la volumétrie que du stockage. Et du coup, on a vendu du stockage sans être vraiment expert à des gens qui ne l'étaient pas non plus et in fine, la sauvegarde ne marche pas. Et la deuxième chose, c'est que la sauvegarde, c'est quelque chose d'extrêmement contraignant et de pénible. C'est quelque chose qu'il faut vérifier tous les jours, qu'il faut loguer tous les jours, qu'il faut tester en permanence, surtout dans le contexte actuel où la menace du crypto, Phobos et compagnie est très présente. Et si on ne fait pas ces vérifications avec une certaine récurrence, parce qu'on estime qu'on n'a pas besoin de le faire, on se met littéralement en danger. Toutes les sociétés qui se sont pris un crypto et qui ont eu une sauvegarde immutable ou immuable, on en reviendra après, on y reviendra, sont partis très très vite. Ceux qui n'ont pas une bonne sauvegarde mais qui croyaient en avoir une, ils sont dans un rétablissement à peu près à 22 000 $ par machine. C'est le coût que ça coûte quand on n'a pas la bonne sauvegarde. Donc on a vite fait l'analyse. Financièrement c'est très cher, humainement c'est très compliqué. Et juste le dernier point, c'est l'ingénierie sociale dans les rigueurs des services d'exploitation. Il faut être formé à l'éditeur et au constructeur. Nous, notre métier, c'est d'être agnostique sur les technologies, mais pour pouvoir faire de la prescription, on est obligé de toutes les essayer et on les évalue toutes. Donc qu'on soit éditeur ou constructeur, c'est souvent le mariage de deux agnostiques qui fonctionnent assez bien et pas les chaînes complètes, parce que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, vous vous mettez en danger, surtout sur la sauvegarde. Et notre posture aujourd'hui, elle est vraiment d'inviter à faire de la différenciation tout en accompagnant absolument et sans restriction possible l'ingénierie sociale qui va bien pour que ce soit bien fait. Au même titre que si on délègue à un prestataire tel qu'Antemeta, il faut s'assurer de bien comprendre ce qu'Antemeta va faire pour vous, de façon à pouvoir aussi le contrôler et que lui-même soit sûr que la proposition de valeur que vous faites est correcte. Oui, et l'ingénierie sociale qui est votre grand sujet, on y reviendra tout à l'heure par rapport à l'humain, par rapport aux sauvegardes. Wendy, vous avez une longue expérience. Is it okay for the translation? Wendy, vous avez une longue expérience de l'informatique et des opérations d'entreprise. Hein. J'ai cité quelques grandes sociétés, mais aussi de start-up. Quel est votre point de vue sur les sauvegardes immuables pour assurer justement cette résilience des données? My personal view on this one really is backup is necessary, but you really need to look at your overall IT strategy. What's your business continuity plan? And from there, what is the backup strategy? The backup can be immutable, but that's just one part of it, because garbage in, garbage out. If you back up, immutable backup, bad data, which quite often we all have a lot of bad data, then you just end up spending a lot of money. And when you bring it back into the environment under certain disasters or ransomware attack, you are still backing up bad data into your environment. So I really look at immutable backup as one strategy for you to have a better continuity plan. But you also need to look at how are you going to ensure the data are good before you back it up. And so at the end of the day, really, what is your company's recovery point objective and recovery time objective? And do you have multiple locations for backup? So immutable backup is just one piece of the overall IT strategy that you need to answer. Toujours la sauvegarde au cœur de la stratégie, on le répétera jamais plus que maintenant. Alors Clémence, au niveau juridique, c'est très intéressant justement d'avoir toujours ce regard juridique qui est de plus en plus important dans nos métiers, dans nos sujets de cybersécurité. Parler de sauvegarde immuable de données personnelles, hein, je précise bien, pour vous est une hérésie. Alors expliquez-nous pourquoi. Alors moi je vais compléter effectivement avec le volet juridique. Donc on va repartir sur les fondamentaux de la donnée personnelle. On a trois principes. Principe de minimisation des données, là je rejoins Wendy. Stocker de la donnée, vous en avez besoin, mais il faut déjà savoir ce que c'est. Donc on est sur le principe de minimisation des données, du RGPD qui est le règlement général pour la protection des données. Il faut déjà savoir ce qu'on collecte.
Donc pour savoir ce qu'on collecte et puis savoir si on en a vraiment besoin. Et les au cas où peut-être j'en aurais peut-être besoin un jour, qu'on a dans tous les pays, hein, il n'y a pas qu'en France. Nous, on n'aime pas ça et la CNIL et toutes les autorités européennes n'aiment pas ça. Donc déjà, on va partir sur la base et là, je rejoins vraiment Wendy, c'est qu'est-ce qu'on a? On a les bonnes data, good and bad data. Nous, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ces données et savoir aussi où sont les données. Parce que demain, vous changez de DSI, de RSSI, de DPO. Si votre registre il n'existe pas, registre des traitements aussi, il n'est pas à jour, là, vous ne saurez déjà pas où sont vos données. Donc vous allez dépenser beaucoup d'argent pour faire des sauvegardes, mais des sauvegardes de données qui incluent des données personnelles de quelque chose que finalement vous ne savez pas où elles sont. Donc c'est déjà compliqué. Après, on a le fait de au cas où peut-être j'en ai besoin, c'est pas possible. Il y a des durées de conservation des données personnelles qui sont applicables en fonction de la finalité de traitement. Donc données RH, données contrat, données marketing. Donc là, le marketing, on est dans la traçabilité des consentements en ce moment parce qu'il y a pas mal de sanctions sur le sujet. Donc on a la question de la durée de la conservation des données et de savoir quelles sont les durées applicables et qui va supprimer les données. C'est une discussion qu'on a eue ce matin avec Stéphane. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et après, on a un troisième sujet réglementaire qui est le transfert des données. Donc vous êtes tous au courant du Cloud Act, du Data Privacy Framework, des obligations de sécurisation des transferts de données. Donc quand on est sur des sauvegardes immuables, bon forcément, ex-avocat, moi je vais penser perpétuel et je vais dire non, surtout pas. Mais en fait non, immuable n'est pas forcément perpétuel. Mais immuable, sauvegarde, veut dire où c'est sauvegardé. Donc on disait AWS, Azure, des gros américains, les serveurs sont-ils en Europe, les serveurs sont aux États-Unis. Vous êtes un groupe international implanté en Asie, en Amérique du Sud, où sont toutes vos données. Et si vous faites une politique effectivement de sauvegarde de vos données, vous pouvez sauvegarder des données dans plein de pays différents. Par exemple, vous êtes chez Michelin et vous faites des pneus en Chine, vous n'allez pas sauvegarder vos données en France, vous allez sauvegarder en Chine. Et si vous faites des pneus aux États-Unis, bah, vous allez sauvegarder les données aux États-Unis. Mais ça veut dire de la sauvegarde de données au niveau worldwide et de savoir, un, où sont les flux de données, deux, qu'est-ce que j'ai comme données, et trois, évidemment, comment je vais sécuriser juridiquement les transferts de données. Donc c'est vrai que je rajoute, en arrivant quatrième, je mets encore une couche dessus, vous allez m'aimer, mais on est aussi sur la qualité de la donnée. Donc moi j'interviens surtout sur les données personnelles, c'est mon métier, où il faut prendre en compte effectivement la cybersécurité, la sauvegarde, le fait d'avoir des données, on sait exactement où elles sont, mais aussi il faut avoir la qualité de la donnée, parce qu'on a à la fois la question des contrôles qui est assez petit par rapport à la question des ransomware, de la cybersécurité. Et plus vous avez, comme on dit dans les guides d'hygiène de l'ANSSI, une bonne hygiène, et plus votre système d'information est propre, et plus votre société est valorisée derrière. Alors Stéphane, quand on avait évoqué la question, tu m'avais dit, derrière il y a la notion de données structurées et de données non structurées. Exactement. On a tendance à vouloir toujours tout traiter dans le même panier, ce qui nous arrange, appliquer un peu une politique de protection très large sur l'intégralité du système d'information, ça permet de vendre de plus de services et tout ce qui va avec. Au-delà de se faire plaisir, il peut être intéressant quand même aujourd'hui d'arriver à mettre le curseur de responsabilité, de compréhension aux bons endroits. La donnée non structurée, juste pour la définir, c'est ce que vous allez retrouver dans vos serveurs de fichiers par exemple. Et on s'aperçoit que ces fameux serveurs de fichiers, ces fameux NAS, on va y retrouver une quantité d'informations qui n'a rien à voir avec la bureautique, qui n'a rien à voir avec les photos de famille qu'on aurait pu prendre. On peut y retrouver des plateformes d'échange financières, on peut retrouver des échanges entre différents environnements. Très souvent, on voit des AS400, je ne vais pas dire des vieux AS400, qui font des échanges avec des plateformes Mistral qu'on va retrouver à d'autres environnements. Donc effectivement, aujourd'hui, la data non structurée, contrairement à son nom, on est capable de l'analyser, on est capable d'en sortir quelque chose assez simplement avec des mécaniques très orientées IT. Là où c'est plus complexe sur la donnée structurée, il faut qu'on ait une capacité à parler cette donnée structurée, qu'elle soit dans une base de données, dans une application, un environnement X ou Y. C'est tout le sujet de la discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est de dire comment on peut arriver à créer cette classification avec une situation peut-être un peu empirique et d'arriver à faire cette analytique pour y appliquer les bons modèles de protection, les bons modèles de structuration et de connaissance, parce que tu parlais des différentes législations, on peut se retrouver avec des besoins aux États-Unis qui n'ont strictement rien à voir avec des besoins en Allemagne ou en France. Donc effectivement, il y a des outils techniques qui peuvent nous aider pour faire ce genre de choses-là. La qualité de l'information, comme tu le disais, c'est presque utopiste en soi.
on s'en aperçoit, c'est malheureusement comme ça. Et donc, je peux comprendre tout à fait le point de vue sur le fait qu'on doit avoir véritablement une règle, une législation qu'on va mettre en place avec une garantie de dire qu'il y a certaines datas qu'on ne doit pas conserver, certaines datas qu'on ne doit pas conserver de manière immuable. Par contre, encore une fois, ce fameux cycle de vie, il n'est pas si évident que ça à mener. Et nous, on l'approche d'une manière purement infrastructure, purement technique, mais dans la finalité, on n'est qu'un outil de leur expression de besoin. Ce que tu évoquais tout à l'heure également, il faut qu'on prouve. Et nous, notre objectif, c'est de fournir une météo qualitative là-dessus, sur la probabilité de ce qu'on a réalisé et de ce qu'on a mis en place. Que ce soit pour l'immutabilité ou l'immuabilité, je laisserai à chacun donner la bonne définition. Voilà, on va y revenir parce que tu parlais de définition. Alors, on a eu un débat sur les termes. Vous savez, en cybersécurité, la sémantique est très importante. Je vous donne juste la définition d'une sauvegarde immuable. Une sauvegarde immuable est un fichier de sauvegarde qui ne peut absolument plus être modifié. Le but d'une sauvegarde, c'est d'être inaltérable et de pouvoir être immédiatement déployé sur les serveurs de prod en cas d'attaque de ransomware ou toute autre forme de perte de données. Alors, il y a le terme d'immuable et d'autres termes que vous préférez peut-être utiliser. Clémence. Non, moi, ça me va bien. Après, il y a un faux ami qui est la sauvegarde perpétuelle et qui, pour nous, est pas possible. C'est ce que disait Wendy aussi, quoi. C'est notre position. Et voilà, sur le fait que la donnée... quand on la sauvegarde, on peut effectivement directement la rapatrier. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Et nous, on les voit en cas de ransomware et de notification de violation de données. C'est très rare que les sociétés arrivent à backuper et remettre exactement le système d'information dans l'état où il était juste avant le ransomware. Donc là-dessus, je suis totalement d'accord sur ce sujet-là. Moi, je suis pas d'accord avec vous parce que... J'ai mal à la tête, je me dis qu'est-ce que c'est compliqué finalement, et pourtant on fait le même métier, dans le même service et dans le même but, mais quand on écoute Clémence, on a tout de suite envie de laisser le projet de sauvegarde à demain parce que c'est un enfer en fait, à cause de la réglementation, de se dire qu'est-ce que je peux mettre dans mon panier, qu'est-ce que je peux pas mettre, qu'est-ce que je dois préserver, qu'est-ce que je dois conserver, qu'est-ce qui est tactique ou stratégique pour moi, et ça la réglementation on ne pourra jamais le définir, c'est forcément vous. Alors, je vais essayer d'être un peu pragmatique, parce que quand on est DSI, on est feignant, et ce qu'on aime bien, c'est les choses qui marchent vite et bien. Je ne vais pas gérer le problème de Clémence, c'est son métier, et je vous invite à vraiment vous appuyer sur des DPO pour pouvoir définir vos stratégies de sauvegarde de façon à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, et à bien conserver surtout les données sensibles, santé, nominative, etc., là où elles doivent être. Parce que les sanctions sont tellement coûteuses que ça peut être dissuasif. Et c'est important de le faire maintenant, et c'est aussi un élément de souveraineté aussi qui s'engage par ce type de démarche. Nous, notre posture, elle consiste à assurer la résilience et l'immuabilité, elle est très importante pour nous. C'est que notre client, il a une donnée qui ne doit pas être compromise. Une donnée compromise, c'est une donnée qui a été altérée, et si on veut avoir la certitude qu'elle ne soit pas altérée, elle doit être inscrite dans un système qui délivre une fonction immuable. Et là, on est en 2024, et il n'y a pas beaucoup de solutions. On a l'opportunité tous les ans de faire des tests avec plein d'éditeurs de sauvegarde, plein de constructeurs de sauvegarde. On va chercher le pragmatisme. Je ne veux pas dire que je vais chercher le meilleur, mais on va chercher le truc qui fonctionne et qui peut répondre en termes d'ingénierie sociale, là encore une fois, à une PME ou une ETI qui va avoir les ressources, qui vont à peu près comprendre le changement qui va s'opérer quand on va instaurer ce genre de choses. Alors, on a des grands éditeurs qu'on connaît tous, Vim, on a des petits acteurs comme Oxybox, on a des gros comme Commvault, etc. On a des gros constructeurs aussi d'infra, Dell, EMC, qui font du Snap, etc. Sur l'ensemble de nos systèmes aujourd'hui, on vend rien. Donc, moi, je peux parler des marques, j'ai pas de problème avec ça. Il faut remettre en cause la fonctionnalité et la next-gen des éléments. Je vais essayer de ne pas être confus pour vous, j'en ai pour 1 heure et après je vous laisse le micro. Stéphane apportait un complément qui dit nous on opère une fonction de sauvegarde, nous on doit donner la garantie à notre client que l'information qu'il a dans son système et qui bascule dans l'immuabilité reste intègre pour qu'il puisse repartir parce que son information elle est tactique et stratégique. C'est-à-dire qu'en gros, grosso modo, elle vaut du pognon, elle met en cause sa légitimité, sa notoriété, son image de marque, sa réputation, tous ces enjeux-là. Le cadre réglementaire, encore une fois, c'est la patate chaude pour Clémence. Il faut vous adresser à elle pour gérer ce problème-là. Chacun ses problèmes. Non, exactement, mais en fait, vous comprenez qu'on ne peut pas travailler sans elle, en fait. Si on veut bien faire les choses, donc c'est un petit peu plus complexe que d'habitude et ça signifie de mettre un peu plus d'argent que d'habitude dans ces analyses de projet pour se faire accompagner par un regard externe. Si vous le faites sans objectivité, vous allez mourir et vous allez forcément faire le mauvais choix.
Donc nous, notre posture aujourd'hui, c'est de prendre des acteurs agnostiques. On sait aujourd'hui dans les expériences de gestion de crise sur des cryptophobos, etc. qu'on a vu récemment, grosso modo, on arrive à faire partir des boîtes en 48 heures. Mais comment vous faites? On n'est pas des escrocs, on ne vend pas 50 jours alors qu'on peut le faire en 2. Mais c'est surtout parce que le client est dans une dans une posture architecturale qui peut être proposée par des acteurs comme Antemeta ou par des associations agnostiques comme Vault et Hexagreen, qui sont des systèmes qui fonctionnent assez bien. Mais attention, ça nécessite quand même d'être formé aux solutions, que vous les ayez chez vous ou pas. Je prends comme Vault, c'est un logiciel complexe, il marche très bien, il fait de la donnée structurée et déstructurée, donc il fait tout ensemble. Hexagreen, il s'en fout, il prend n'importe quoi. Mais le mariage va bien, mais si l'opérateur en interne n'est pas formé à Commvault, ça veut dire qu'on lui paye 10 jours sur à peu près un trimestre de formation et d'accompagnement à la gestion de cette exploitation pour écrire les gouvernances dans les règles de l'art. Là, ça fera plaisir à notre ami DPO. On répond aussi à l'enjeu que pose Wendy en disant ne sauvegardez pas n'importe quoi, ça coûte du pognon, l'empreinte carbone elle est terrible, etc., etc. Néanmoins, restons pragmatiques dans la démarche. L'objectivité, c'est de repartir. Si vous prenez une cartouche, ça c'est mon rôle. L'objectivité pour Clémence, c'est que vous ne preniez pas une cartouche réglementaire en fonction de ce que vous sauvegardez. Et l'objectif pour toi, Stéphane, c'est d'assurer le fait que la promesse que tu vas faire en sauvegarde, elle fonctionne coûte que coûte. Ouais, j'ai fini. Ouais, mais Wendy voulait réagir justement à ce terme. Well, actually, I want to react to what they are saying instead of just the terms. To me, we are here talking about backup because we have a problem. And most likely, our company are big enough. If you're a small company, you don't have the budget to even think about immutable backup, period. So it's a larger company. And if you're a large company, you need to think like a CTO. You need to look at your environment. What environment, or I'm sure your environment have all kinds of technology. I was talking to a CIO not too long ago. They are still backing up to tape. And they use physical building to store the tapes. Is that immutable? Well, I'm pretty sure it's immutable because you cannot access it to touch it, right? Is that cheaper? Depends. Depends on what kind of technology you are comparing. So to me, all of you are right. You need to look at what data are most critical. So you need to make sure it can be backed up and bring back in terms there's a cybersecurity attack. Sorry, yes, thank you. That is very important. Understand your own operating environment so you can back up in a way that you can bring it back in. Have a business continuity strategy in place so you know what kind of recovery time objective and recovery point objective. They are very different things. Recovery point allow you to look at how many months ago, how many years ago of backup is when I want to bring it back in. And you don't want to back up all the unnecessary data, obviously. And so understanding your data is important because you want to make sure you are compliant to the government regulation. If you're in a business doing advertising and you collect personal data, you need to make sure you don't back up personal data for years and years. And so you need to have a retention policy in place. So these are the things that you need to really look at in terms of how do you back up your environment, because the key about backup is so you can bring it back in case of the problem. The backup is not itself, oh, I backed it up, so everything's okay now. The backup is in case something happened to your current operating environment, you can bring it back in and you can get back to business very fast. And so all of us are correct in some sense, but I think you need to look at your individual company, individual needs, and take what we are saying to come up with a strategy that works for you and your budget. Ça, c'est le pragmatisme à l'américaine. Alors maintenant que ce tour de table a été fait, on va arriver au cœur du sujet qui amène une salle aussi nombreuse devant nous, c'est la sécurisation de ces sauvegardes. Parce que Stéphane, forcément, le sujet n'est que le début d'un processus. Est-ce que ce n'est pas tout le SI qui va nécessiter une sanctuarisation, parce que le mot de sanctuarisation est extrêmement important sur notre sujet. Alors c'est vrai qu'on emploie des termes de plus en plus forts. Hein. Oui, mais c'est... Ouais. Ils ont l'avantage de bien installer un petit peu le décor par rapport aux différents besoins. Exactement.
La sanctuarisation, nous, on l'a définie par un terme qui nous permet aujourd'hui de garantir qu'on a bien fait une séparation des périmètres de responsabilité. On est juste en train de parler pragmatisme, et je crois que le pragmatisme est un élément extrêmement important, puisque on a tellement de technologies miraculeuses autour de nous qu'au bout d'un moment, on en perd un petit peu sens. Sens humain qu'on va remettre. Exactement. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de garantir que déjà, on a mis en place une organisation qui permet une séparation des périmètres de responsabilité. Vous avez aujourd'hui quelqu'un qui a, excusez-moi de l'expression, mais un peu les clés du camion de l'IT, hein, et qui a capacité à supprimer des données, des baies de stockage, supprimer des machines virtuelles, supprimer des sauvegardes, même s'il y a des mutabilités. On sait qu'il y a des moyens détournés qui nous permettent d'aller un cran plus loin. L'élément qui est intéressant dans cette séparation des périmètres de responsabilité, c'est que tout le monde ne dispose pas de toutes les capacités et tous les droits. Alors nous, on croit au modèle du service manager, c'est-à-dire que confier à un tiers la capacité d'opérer le service de sauvegarde et non pas opérer le reste, ça fait partie un peu du sens et de la vocation d'Antemeta de proposer ce genre de service. Mais au sein d'une entreprise, quelle qu'elle soit la taille, ce modèle de séparation est déjà un bon départ. Ça ne veut pas dire que derrière, on ne doit pas utiliser toutes ces technologies. On a cité plein de produits, quels qu'ils soient aujourd'hui. Hein. On peut parler de Veritas, de Vim, de Commvault, de tous ces acteurs qui aujourd'hui ont mis sur la table des moyens technologiques, mais qui sont aujourd'hui des obligations. C'est à eux aussi de fournir les capacités de ces outils à fournir une réponse. Tu parlais d'immutabilité, c'est une obligation. On parle du chiffrement, ça devient une obligation. On parle aujourd'hui de la séparation des périmètres de responsabilité. Pourquoi travailler en tant qu'administrateur tout le temps ? C'est comme si on était systématiquement le maître de toute action. Et ben non, et là aussi, la séparation des périmètres de responsabilité entre opérateurs et administrateurs doit être pleine et entière. Donc, dire que tout le système d'information doit être sanctuarisé, oui, d'une certaine manière, ça, on commence à y rentrer, on voit apparaître, vous avez dû voir toutes les technologies de Bastion ou autres qu'on voit arriver. Zero Trust qui est revenu à la mode, stratégique. Ça en fait partie, et ça fait partie des évolutions et des développements qui sont réalisés, mais revenons déjà à des bases simples. Séparons les périmètres de responsabilité. Faisons en sorte à ce que les infrastructures de sauvegarde ne soient pas au maximum exposées comme elles l'étaient. On parle de plus en plus aujourd'hui de mettre les infrastructures de sauvegarde dans des bulles réseau. Dans des cœurs de confiance. Voilà, on peut employer ce terme, une sorte de cœur de confiance. Exactement, et ce qui nous permettra demain, en cas d'une erreur humaine, parce qu'aujourd'hui un incident, c'est pas qu'une cyberattaque, mais ça peut être une erreur humaine, de garantir que cette erreur humaine ne puisse pas se propager, ou en cas d'une cyberattaque, ou d'un admin fou. L'admin fou, c'est le pire des cas. Il ne faut pas oublier aussi la menace interne. Hein. Oui, elle est d'ailleurs de plus en plus citée. Il faut pas l'oublier. Exactement. Donc ça, je pense qu'il faut pragmatisme, effectivement. Y mettre des moyens, tous plus mesurés les uns que les autres. Mais encore une fois, faisons confiance aux éditeurs et aux constructeurs de nous fournir ce type de solution. Pas d'une manière aveugle, mais implémentons la bonne technologie au bon endroit. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mauvais acteurs sur ce type de service. Par contre, après, oui, il faut de la compétence pour le mettre en place. Il faut de l'hygiène de mise à jour, de l'hygiène de sécurité qui va avec. Alors ça peut passer par des contrats de service, mais également des bonnes pratiques en interne au sein de l'entreprise. Bien sûr. Wendy, quel est on a vu le pragmatisme américain, mais quel est votre point de vue sur la sécurisation, la sanctuarisation de ces sauvegardes? With AI, it's really getting scarier and scarier because it can do anything. It can do all good, it can do bad. So I would agree. If you can, I actually even think the way we compute need to change. We went from mainframe environment to a distributed environment. Access is everywhere, so you can access any little point, and then you can insert viruses and insert any bad things, and it can propagate to the downstream points, right? So if you actually containerize, like what Stefan was saying, put a bubble. Is that what you mean by centralized? I'm assuming, right? Put a bubble within a backup capability, then you can at least, whether that's immutable or not, well, when you put a bubble in there, it's generally immutable, but it's not the kind of immutable technology we're talking about, I think. So if you do something like that, it would be a lot safer. So I believe the operation will change. You will have containerized type of computing that's safe. And that could be able to give you secure transaction with a lot less access point, which that including backup. Thank you, Wendy. Alors Franz,
vous avez fait un benchmark sur 25 architectures de backup. Qu'est-ce que vous en avez déduit une bonne recette et qu'est-ce qui fonctionne actuellement en toute objectivité? Je ne vais pas me faire des copains, il y a des éditeurs de sauvegarde dans la salle. Donc si vous voulez bien sortir, s'il vous plaît. On va parler des bonnes recettes. On va parler des bonnes recettes. Alors, soyons consensuels. La bonne recette, c'est le pragmatisme. Si c'est pragmatique, c'est pas cher à exploiter. Parce que si c'est une usine à gaz, c'est compliqué, ça nécessite des moyens. Donc le pragmatisme, c'est une objectivité qu'on devrait tous conserver dans ce sujet-là. Après, vous essayez de l'imposer au juridique, mais ça, c'est un autre problème. Dans notre lab, comme on est des anciens exploitants et qu'on voit ce que vivent nos clients avec les solutions, on a deux paramètres. C'est est-ce que c'est simple à exploiter ? Quand on a un plan de sauvegarde type, hein, on crée un modèle type et puis on essaie de l'appliquer. Et on utilise vraiment la plupart des grandes solutions du marché, de l'Oxybox, de l'Acronis, du Vim. Vraiment, tout le monde y passe, de la Avamar, etc. Enfin, les gros standards, ils passent à l'aluminium. Puis il y a du hardware aussi. Et le hardware, pour nous, c'est important parce que c'est lui qui va apporter la technologie, soit de chiffrement, c'est généralement pas dans le logiciel de sauvegarde, donc dans l'immuabilité en tous les cas. Et puis deuxièmement, il faut que le constructeur apporte des garanties de pérennité. Nous, on protège énormément nos clients protègent énormément de données de santé, de diagnostic biologique par exemple, qui doit être conservé, accrochez-vous, 20 ans. Donc on fait une prise de sang dans un laboratoire, cette information va être conservée 20 ans, c'est la loi. Et ce genre d'information-là, il y a très peu de constructeurs dans le monde hein, qui sont capables de garantir une maintenance opérationnelle sur 20 ans de technologie, hein, parce que ça nécessite des moyens et des coûts délirants. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Le dernier qu'on a vu avec une vraie évolution dans la technologie, dans la simplicité d'usage, c'est l'américain Exagrid, et vous savez qu'on n'est pas très attaché aux Américains, hein, parce que les Suisses et la souveraineté, c'est un vrai sujet. Mais là, pour le coup, ça marchait pas mal. En éditeur, le plus efficace et performant sur tout type de données, c'était Commvault, mais c'était pas le plus simple. Il est cher en plus, Commvault, donc c'est une grosse machine quand même, qu'une TPE peut pas s'offrir, on va être très clair là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, et quelle que soit la solution, même avec de l'Oxybox, qui est un produit français, souverain, cocorico, qui marche bien, qui est destiné aux TPE, ça demande une gouvernance et donc une vraie hygiène d'apprentissage et avec une vraie maîtrise. Ça s'apprend. C'est pas très compliqué, mais ça s'apprend. Et ce temps d'apprentissage, personne ne l'applique jamais. Je vais faire un hors-sujet, mais sur 250 grosses sociétés européennes, 80 ont signalé un incident critique en cybersécurité. C'est soit un leak, soit un crypto. Sur ces 80, accrochez-vous, 100% des administrateurs réseau et systèmes sécurité n'avaient pas reçu la formation du firewall dont ils avaient la charge. On a à peu près le même pourcentage sur la partie backup, sauf ceux qui avaient du Vim, parce qu'ils en font tellement depuis des années qu'au bout du compte, on pourrait considérer qu'avec le capital d'expérience, ils sont formés. Donc il y a une pauvreté intellectuelle dans la maîtrise des technologies qui sont fournies par les éditeurs. Et les éditeurs, ils fournissent des avions de chasse. Hein. Si on rentre dans le détail, piloter un firewall, c'est 85 000 règles à apprendre. Hein. C'est un manuel qui est plus complexe que piloter un Boeing 747. Donc, forcément, aucun d'entre nous n'est à la hauteur dans cette salle, sauf celui qui est né dedans et qui fait ça depuis 30 ans. Et donc, il faut admettre que la résilience, si elle est technologique, au bout du compte, parce que c'est vrai que sur la plupart des sauvegardes, on emmène le crypto avec nous. On met un petit Phobos dans le serveur d'exploitation, puis on voit comment il se balade. Bah, si vous mettez tous les œufs dans le même panier, je suis désolé pour Vim, mais vous avez une complète Vim intégrale, bah vous emmenez le Phobos avec vous dans votre backup, vous restituez, pouf, la cartouche elle redémarre. Vim vous dira non parce qu'ils ont la solution de rupture, bit à bit, etc. Ouais, mais dans la vérité, il y a des Phobos qui sont tellement bien écrits que les solutions bit à bit, elles sont pas capables de l'identifier, elles le prennent comme une donnée saine. Alors aujourd'hui le plus résilient, ça a été Exagrid, parce que c'est le seul où le Phobos n'est jamais passé, mais on n'est pas à l'abri, demain ça peut changer, mais pour le moment c'est celui qui va bien. Vous pouvez mettre n'importe quel software agnostique dessus, ça tient à peu près la route. C'est cette donne-là. Mais je répète encore, c'est la formation, il faut vraiment mettre de l'argent, et les boîtes ne veulent pas mettre de l'argent sur les techs, parce que les techs, ça bouge, si on les forme correctement, ils vont se barrer en vendant une compétence qu'ils ont parce qu'elle est certifiée, ils vont pas tenir, bref c'est compliqué, surtout en France, c'est pas le cas en Suisse, en Allemagne, un tech qui est formé par sa boîte, il reste fidèle à sa boîte. En France, un tech qui est formé par sa boîte, il en profite pour aller faire une culbute salariale chez le voisin. Donc du coup, c'est aussi un état d'esprit. Quelle image de la France. Je suis désolé. C'est pas possible de vous laisser dire ça, voilà, c'est moche de dire ça. Ça fait du bien. Donc du pragmatisme, remettre de l'humain, tout en ne mettant pas
toutes nos technologies au sein des mêmes éditeurs. Oui, mais humain et pas de pragmatique, ça marche pas. Hein. Oui, ah ben on est d'accord. Il faut mieux faire appel à des antéméta qui vont faire le boulot à votre place. Ça va pas forcément vous coûter plus cher, j'en sais trop rien. Il faudrait qu'on discute, toi et moi. Mais au-delà de ça, non, plus sérieusement, si c'est trop compliqué, déléguez à des professionnels. Contractuellement, ils vont vous donner expertise. Tu as raison de le souligner, et Clémence va l'affirmer. Bah oui, attention, si vous êtes à l'origine du traitement, vous portez la responsabilité intégrale de l'issue de cette donnée-là. Ne l'oubliez jamais. Donc ne confiez pas votre donnée à un prestataire externe si c'est un peu n'importe qui. Faites gaffe à ça et faites des due deals sur ces bonhommes-là, c'est important. Sur la conformité, mais Clémence peut peut-être mieux l'expliquer que moi. Oui, mais justement en termes d'accompagnement, Clémence, face au risque du chiffrement de ces sauvegardes, justement, comment tu l'abordes en termes de procédure de management de la sécurité, notamment en termes de rédaction des PCA, PRA et des PAS. Alors tu m'as réexpliqué que c'était le plan d'assurance sécurité, puisque toi tu accompagnes les CISO et un certain nombre de fonctions d'entreprise justement par rapport à cette stratégie. En fait, moi, j'ai un avantage sur mes copains, c'est que je comprends un mot sur 3, à peu près, de ce qu'ils disent. Parce que moi, à la base, j'étais avocat, hein, j'ai fait du droit parce que j'étais nulle en maths. Donc, en fait, nous, notre clientèle, c'est essentiellement des grosses associations, des PME, des ETI, avec des gens qui ne comprennent pas forcément tout ce qu'ils racontent. C'est pour ça qu'on travaille avec eux aussi, parce que comme ça, ils apportent les bonnes solutions. Et nous, le but du jeu, c'est effectivement, on a des gens humains en face de nous. Donc la faille humaine, je crois qu'on est monté à 85%, je crois, après le confinement, tellement c'était la cata. Et nous, on fait énormément de formations. On fait des formations RGPD, on fait des formations sur les guides d'hygiène de l'ANSSI, on fait des formations cybersécurité. L'autre jour, on a fait un test de phishing dans une boîte qui vend des parfums. Il y a eu 30% de nanas, entre guillemets, qui sont tombées dedans. Et l'humain est vraiment important. Non, mais c'est vrai, j'ai le droit de le dire parce que je suis une fille. Voilà. Attention à vos propos. Pas de le dire. Et voilà. Et en fait, nous, moi, je vais prendre une position PME, TPE, ETI, pas grand compte, hein, rien à voir. Nous, on écrit. On est des juristes, on est là pour écrire. On fait des procédures. Donc, on aide en fait nos sociétés à écrire des PSSI, des politiques de sécurité et systèmes d'information, des PCA, plans de continuité d'activité, des PRA, plans de reprise d'activité, des PAS, des plans d'assurance qualité, sécurité. Pourquoi parce que, comme tu disais, chez les développeurs et les IT, ils valent très cher, donc ils sont assez volatiles. Hein, c'est vrai. C'est le marché qui est comme ça. Et donc, en fait, quand on écrit, on a une mémoire. Nous, les juristes, on aime la traçabilité dans le temps. On aime la mémoire dans le temps. On aime que la boîte, elle dure dans le temps. Et pour ça, il faut écrire. C'est-à-dire que si on en a un qui part, il a écrit, et donc il y a un autre qui arrive, il aura les procédures écrites. Et donc c'est pour ça, pour nous, c'est hyper important d'écrire. Et accessoirement, en cas de ransomware, si votre système d'information il est bloqué, bah, vous ne pouvez pas aller dessus. Donc l'intérêt d'écrire et d'imprimer, donc c'est pas bon pour les arbres, c'est que vous pouvez restaurer grâce à du papier. Donc c'est très très bête, mais dans les sociétés, à partir du moment où vous avez des PCA, des PA, des PSSI, moi je vous invite à les imprimer. Parce que le jour où vous en avez besoin, vous pourrez les ressortir. Donc nous, on est beaucoup dans la preuve aussi. On a aussi des beaux questionnaires qui tombent dans les PME, quand ils travaillent notamment avec des grands comptes. Et là, avec NIS 2, DORA, etc., on va en avoir de plus en plus. Et le fait d'avoir écrit, ça montre en fait qu'on a une hygiène. Donc c'est de la preuve de l'hygiène. Et je voulais juste faire un dernier point sur ce que tu dis sur les lanceurs d'alerte. Attention aux lanceurs d'alerte. On a les lanceurs d'alerte, on a la loi Wasserman qui est tombée l'année dernière, en 2022, sur les lanceurs d'alerte. On n'est pas que sur de la corruption commerciale. Donc en fait, à partir du moment où, c'est ce que tu disais, tu cloisonnes pas, tu protèges pas ton système et que tout le monde a accès à tout, à partir du moment où on est sur l'intérêt général, une personne peut vous dénoncer. Et vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, la menace interne, on la voit au quotidien, elle existe. Et donc la menace n'est pas forcément externe, la menace peut être aussi interne, sans vous rendre parano, bien évidemment. Donc voilà, donc là-dessus, sur la gestion de risque, sur le côté pragmatique, moi je suis un juriste pragmatique. Mon boulot, c'est de faire de la gestion de risque, mais c'est pas moi qui prends la décision finale, parce que j'ai pas le droit. Et donc, c'est le responsable de traitement, c'est mon client qui prendra la responsabilité finale. Mais moi, ce qu'il faut, c'est que j'arrive avec des solutions, et c'est à la fois des solutions techniques,
des solutions pragmatiques et des décisions juridiques. Mais si on se base que sur le juriste, vous n'allez pas y arriver. Il faut que tout le monde travaille ensemble, et nous, on a l'habitude de travailler avec tous les corps de métier, et il faut que les gens s'aiment, parce que dans les boîtes, souvent, ils ne s'aiment pas. Et c'est vraiment important que les gens travaillent, qu'il y ait une cohésion d'équipe. Et sur la formation, je te suis. Si on ne forme pas les gens, si on arrive ne serait-ce qu'un onboarding dans une nouvelle société et que le gars il est tout seul ou la nana elle est toute seule, ça ne peut pas marcher. Il faut vraiment former. Et plus vous formez les gens, et plus vous protégez votre société contre les attaques internes et contre les attaques externes. Alors le temps passe vite. Je voulais estimer le nombre de questions. Est-ce que vous pouvez lever la main pour voir à peu près c'est parce que comme ils sont bavards, c'est pour gérer mon temps au mieux. Est-ce que vous allez avoir des questions? Profitez-en. Non, mais c'est un sujet qui ne les intéresse pas. Hein. La salle est pleine, ils ont tous des projets. Vous avez été nombreux à lever la main, je compte sur vous. Stéphane, il y a la question du forensique aussi que tu souhaitais aborder par rapport aux sauvegardes. Oui, alors on va l'aborder de manière un petit peu différente. Aujourd'hui, souvent, on va avoir des attentes extrêmement fortes autour des solutions de sauvegarde. On a vu de plus en plus de solutions qui essayent d'apporter une réponse extrêmement transverse, extrêmement large, qui va vous garantir qu'on va vous restituer de l'information propre à la consommation. Ce qui est en soi un peu une attente maximum qu'on pourrait avoir. Il y a d'autres visions qui sont de dire que les outils aujourd'hui vont vous ramener une data, une donnée, un serveur, une information dans un état où elle n'était pas corrompue, où elle n'était pas dans un état, je dirais, qui est impropre. Et donc on va revenir très loin en arrière dans le temps. La réalité, c'est qu'on ne fait jamais ça. La réalité, c'est qu'on essaye de perdre le minimum de données. Et lors d'attaques majeures, quelles qu'elles soient, lors d'une situation de crise, nous on ne croit pas au modèle le fait de dire qu'on va restituer de la donnée qui a été nettoyée directement. On essaye en fin de compte de faire en sorte à ce que les outils de sauvegarde restent à leur bonne place, même si on voit apparaître de l'anti-ransomware, on voit apparaître plein de connexions au MITRE, plein de connexions aux solutions de cybersécurité de ces différentes solutions. Dans la finalité, ils ne nous demandent pas de faire ça. Et lors de ces actions, si demain on a une cyberattaque, nous, on essaye plutôt de se positionner comme l'outil efficace. L'outil efficace, c'est capacité à restaurer déjà. C'est déjà un point important, tu l'évoquais tout à l'heure, il faut prouver, mais déjà savoir restaurer l'information. Capacité à mettre à disposition le plus rapidement possible différentes versions de l'information. Parce que la version qu'on a trouvée à 17h20 n'est peut-être pas celle qui est intéressante pour restituer le périmètre, ça sera peut-être plus celle qui était disponible à 17h10 ou à 16h30. Et c'est en ça où nous on positionne, certes, la technologie, et puis la technologie nous amène des choses extraordinaires maintenant. On parle de continuous data protection, alors le terme veut dire très clairement ce qui signifie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable de protéger en continu de l'information, mais surtout de disposer d'un journal qu'on peut ouvrir et ramener l'information au bon endroit à certains moments. Ça, c'est un élément qui est important. Et lors de ces opérations de reconstruction, eh ben, on a besoin d'avoir des outils ultra efficaces. C'est exactement là où nous, on veut se positionner. L'acteur ultra efficace, ultra rapide, et qui permet de garantir qu'on met à disposition cette information, qui peut ensuite être nettoyée. Parce qu'ils vont systématiquement injecter des scripts, injecter des outils pour nettoyer l'information, pour arriver au minimum de pertes. Et je pense que ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est ne pas essayer de mélanger tous les sujets dans des mêmes outils. Il y a des outils très efficaces sur le marché, j'ai aucun doute là-dessus, mais dans la réalité, moi, quel que soit l'outil, on ne me demande pas de faire des analyses anti-ransomware, des sauvegardes. On me le demande pour faire un appel d'offres et d'y cocher, mais est-ce que les clients le font réellement ? C'est plutôt une autre histoire. Donc c'est pour ça que je reste, tu parlais de pragmatisme encore une fois, et on aura 10 mots, je pense que c'est le maître mot qui ressort, exactement. Mais on s'aperçoit surtout que utilisons bien les outils, ce pourquoi ils ont été faits, et n'essayons pas aujourd'hui d'attendre l'outil miraculeux avec les meilleurs ou les meilleurs consultants du monde. Laissons bien la place aux bonnes personnes aux bons endroits. Sur le forensic, il y a une corrélation d'informations. Le backup, c'est une chose, et le forensic, c'est votre histoire, c'est votre passé. Et si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas où vous allez. Ça marche aussi dans les systèmes d'information. Une boîte qui se fait poutrer, elle redémarre très bien quand elle a tout son historique disponible. On est capable de rejouer l'ensemble de l'activité et de savoir exactement à quelle minute précise et quel jour le hacker est venu s'installer et a commencé à compromettre l'ensemble du système de données. Et donc on pourrait dire qu'on peut redémarrer sainement à partir de cette minute-là et ce jour-là. Pour ça, il faut que les logs de vos firewalls, les logs de vos activités sur les AD ou les annuaires soient impeccablement traités
Et là, petite astuce, il ne faut pas les mettre dans le système de backup de l'organisation, il faut les mettre ailleurs. Parce que s'ils ne sont pas disponibles, nous, on peut se servir de ces données sans le système d'information et reconstruire l'histoire et vous dire comment on peut redémarrer, vous dire quelle signature de Phobos vous avez eu ou autre petit sympathique poisson, et surtout d'où vient la compromission. Parce que si vous redémarrez sans savoir que ça a été un man of middle ou ça a été un brute force quelque part, faut savoir qu'une fois que vous êtes poutré, vous vous rallumez dans la minute qui suit, le hacker, il est derrière et il vous rallume derrière. Très important. C'est important que l'histoire de log fait partie de la data, c'est pas de la data business, hein, mais c'est de la data de résilience et de la data de sûreté. Et à voir également avec les métiers pour leur indiquer le temps de restauration aussi. Parce que effectivement, il y aura du forensique et donc on ne pourra pas tout de suite redémarrer les systèmes d'information. Wendy, une réaction? Actually, I think I would agree with Stefan. You will have to separate the role. Backup, the purpose of backup, you need to clearly define. Is it bringing back the data so you can operate right away? If that's the case, you need to, and you are subject to a cyber attack, then you need to know at what point the cyber attack started. Then you can bring back before that happened. Is that immutable backup? Not necessarily. You just have to have a really good backup to tape. That's okay too, right? You know it hasn't been tampered with, so you can bring it back in. So the backup strategy really is just, what exactly are you trying to back up? That is the most important. And the panel says immutable backup, the ultimate solution. And I would think that's not true. It's one solution. That's my opinion. Merci Wendy. Alors vu le nombre de questions qui s'annoncent, moi je vais vous demander un mot de conclusion, un conseil, une vision, un mot de rappel sur la stratégie à adopter actuellement en termes de sauvegarde. Wendy. As I said earlier, the strategy for backup is understand your data, the most important data, not just all data, and understand your retention policy, which is regulation. Certain financial require to be backed up for good, I mean for 7 years or 10 years. Certain personal information you can only back up or you can only keep for so many years. So once you have those understanding, then you can come up and based on your budget and what's available tools. And of course, personal thing we mentioned, right? Training. The problem with IT is everybody give you a solution and they all require you to learn how to use it, which is horrible. We should really make sure the vendor who provides solutions give you one operating menu that has everything, which Cisco has a lot of storage. So anyway, that's a separate. So basically what you really want to do is understand your data, the most important data, understand the retention policy, understand your budget, and then figure out what to back up. Immutable backup may be okay, but for a certain period of time, and it's very expensive, and it costs a lot of storage. So you really need to decide if you want to use it that way, at what point you want to stop backing it up into that. Et pour comprendre ces données que l'on va sauvegarder, rien de tel que de travailler avec les métiers pour voir quelles sont les données critiques. Et ça, c'est parfois compliqué de leur faire comprendre que tout n'est pas critique. Franz, un mot, en conclusion. Je ne suis pas d'accord avec Wendy, mais c'est un principe. Non, l'immuabilité, c'est aujourd'hui la solution en termes cyber la plus pérenne. Elle coûte un bras, mais ce n'est pas vraiment vrai parce que les next-gens ont divisé leur coût par 10, hein, c'est important. Donc, il ne faut pas croire que les systèmes qui étaient très chers avant, le reste, il y a quand même une inflation très très forte sur ces systèmes-là. Si j'avais un mot important à vous dire, passez me voir. Et on va vous orienter vers plein de gens qui savent faire ça très très bien et opérationnel, mais juste ne suivez pas la prospective marketing des éditeurs et des constructeurs pour vous dire nous on a la solution de backup et vous allez voir c'est le meilleur des mondes. Ne les croyez pas, ce sont des menteurs parce que ce sont des gens du marketing qui ont fait ce message et ces gens du marketing ne savent pas ce que c'est qu'une sauvegarde, donc ça ne peut pas marcher. Il faut absolument que vous
preniez un avis externe, un regard d'expert, pas forcément votre ESN, ou peut-être la vôtre parce qu'elle justement elle a bien maîtrisé le sujet, mais prenez un vrai architecte de sauvegarde de données, que vous soyez petit ou gros, la donnée c'est la valeur de la boîte, pas de données, pas de bras, pas de chocolat, pas de boîte. Donc du coup, ça vaut le coup d'investir un peu dedans. Et c'est un risque qui, sur le plan assurantiel, sur le plan réglementaire, va avoir de la pertinence et qui est toujours pérenne à long terme. L'analyse est très importante. Donc du pragmatisme, voilà, de l'humain, on va dire, de l'accompagnement, je dirais. Non, mais de l'intelligence. Il faut être intelligent. C'est pas juste je déplace une donnée d'un volume à un autre et mon backup il est fait. Parce que la plupart du temps, c'est ça qu'on pense. Hein. Le nombre de dirigeants d'une petite TPE qu'on finit par déposer parce qu'ils avaient un petit disque LACI en USB 3 connecté à leur PC. Et ben, le crypto, il est parti évidemment sur le USB-C. Bon, ils appellent ça du backup. On n'est pas, hein, c'est juste de la duplication, c'est même pas de la résilience, c'est même pas de la haute disponibilité, on en est très très loin. C'est rien en fait, ça a aucun intérêt, c'est même dangereux parce que c'est mobile, donc on peut se le faire piquer. Après, il y a l'intelligence économique qui rentre en ligne de compte, le backup est une longue histoire. Donc il faut... De l'accompagnement intelligent. Ouais, de l'accompagnement intelligent et externe surtout, ça vous donnera l'objectivité sur ce que vous voulez faire. Bien sûr. Clémence. Moi, je repartirai sur la traçabilité. À partir du moment où vous savez où sont vos données, ce que vous avez dans vos sauvegardes, c'est déjà bien, parce que ça vous permet d'avoir une continuité dans le temps. Et pour moi, je pense que c'est vraiment, vraiment important de savoir ce qu'on a. C'est comme chez vous, hein, c'est important de savoir ce que vous avez dans votre maison, quoi. C'est la même chose. Donc, c'est vraiment fondamental d'avoir une traçabilité dans le temps. Et c'est ça aussi qui donne de la confiance et qui vous permet de vous dire, bon, bah, c'est bon, je sais ce que j'ai chez moi, donc je suis protégé et je suis bien protégé. Si je ne sais pas ce qu'il y a chez moi, si je ne sais pas s'il y a des portes ouvertes, s'il y a des portes fermées, bah, dans ces cas-là, bah, vous êtes dans une souricière et ça ne peut pas fonctionner. Donc, vraiment, moi, le dernier mot, c'est confiance, résilience et surtout traçabilité. Stéphane, le mot de la fin, peut-être. C'est difficile, je suis le dernier, ils ont déjà tout dit. Non, alors nous, on aime bien rappeler un triptyque, on appelle ça le triptyque de la sauvegarde. Au début, on appelait ça la protection de la donnée, mais revenons aux vraies choses, la sauvegarde. Parce on a beaucoup parlé de bande et ça fait plaisir de voir que la bande n'est pas quelque chose de si mort que ça et qu'il n'y a pas que le disque. Dans ce triptyque, on a systématiquement la volonté de dire qu'on a aujourd'hui analysé, donc ça rejoint ce que vous avez dit, analyser, comprendre ce qu'on va protéger, assurer la protection des environnements et garantir. Garantir, c'est véritablement vérifier la qualité des services qu'on propose. Par contre, à tout ça, systématiquement, on doit appliquer une directive qui est extrêmement simple, c'est adapter en permanence. On aura des problèmes de vie courante, on aura des problématiques lors des tests de PRA, des problématiques lors d'une simple mise en sauvegarde d'un environnement. Et ben on doit adapter sa stratégie en fonction du besoin initial. Donc dans la finalité, c'est qu'un cercle vertueux. Hein. On utilise des outils, on peut appeler ça des CMDB, on peut appeler ça aujourd'hui des matrices de protection de l'information. Nous, on appelle ça une météo de la protection. Et la météo de la protection doit avoir un élément qualitatif. Et cet élément qualitatif, c'est pas parce qu'il était bon aujourd'hui qu'il sera bon demain. Donc véritablement adapté, je pense que c'est le terme qui doit être resté à l'esprit, de se dire qu'on est en permanence, on doit s'adapter au quotidien et aux changements du quotidien. Merci beaucoup à tous les quatre pour avoir respecté le timing. Je vous demanderai de les applaudir.